À l'enterrement de mon père, mon frère a annoncé qu'il vendait la maison familiale pour rembourser ses dettes de jeu, 340 000 $. Maman a hoché la tête, ton père comprendrait. Ta sœur peut trouver un autre endroit. Alors l'avocat s'est levé, en fait, il y a un document de 2009. La maison ne fait pas partie de la succession, elle est. Je m'appelle Brianna, j'ai 38 ans. Et il y a 3 semaines, aux funérailles de mon père, mon frère a annoncé qu'il vendait notre maison familiale pour payer ses dettes de jeu, devant 40 personnes. Ma mère a hoché la tête. Elle a réellement hoché la tête et a dit, ton père comprendrait. Ta sœur peut trouver un autre endroit. Je restais là, entouré de proches qui ne croisaient pas mon regard, me sentant comme si j'avais été giflé, au beau milieu d'une salle bondée. Mais voilà le truc. Ils ne savaient pas. Il y avait quelque chose que l'avocat était sur le point de révéler. Quelque chose que mon père avait gardé caché pendant 15 ans. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire vaut la peine d'être entendue, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir ce qui s'est passé ensuite. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous en ce moment? Quelle heure est-il là où vous êtes? Laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière, à la nuit où j'ai reçu l'appel, à 2 heures du matin. Mon téléphone a illuminé mon minuscule studio, dans le centre-ville de Philadelphie. Celui avec l'étagère IKEA, la plante langue de belle-mère que j'avais gardée en vie pendant 6 ans, et des piles de manuels de comptabilité, que je n'arrivais toujours pas à me résoudre à jeter. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. Ton père s'est effondré. Il est au Jefferson Memorial. Viens maintenant. J'ai conduit pendant 45 minutes sur des autoroutes vides, dans ma Camry de 2015, celle avec 190 000 km au compteur et un voyant moteur que j'ignorais depuis des mois. Quand je suis entré sur le parking de l'hôpital, j'ai repéré la Mercedes noire de Marcus, étincelante sous les lumières fluorescentes. Il m'avait devancé. Bien sûr, il l'avait fait, mais cela n'avait pas d'importance. Le temps que j'atteigne les soins intensifs, papa était déjà parti. La dernière fois que je lui avais parlé, c'était 3 mois plus tôt. Un appel téléphonique qui avait duré peut-être 90 secondes. Il avait demandé, « Est-ce que tu vas bien ?» Et j'avais dit oui. Et puis nous étions restés assis dans le silence, jusqu'à ce que l'un de nous trouve une excuse pour raccrocher. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix. J'avais l'habitude d'être celle qui arrivait en dernier. Mais cette fois, j'aurais souhaité arriver plus tôt. Pour comprendre ce qui s'est passé à ces funérailles, vous devez comprendre ma famille. Il y a 20 ans, j'avais 18 ans, assise à notre table de salle à manger, avec des lettres d'acceptation à l'université étalées devant moi. Penn State, Temple, Drexel. J'avais travaillé durant toute ma scolarité au lycée pour ces lettres, et j'avais besoin que mes parents m'aident à trouver comment payer pour cela. Ma mère a pris la lettre de Temple, y a jeté un coup d'œil, et l'a reposée comme si c'était une publicité indésirable. « Pourquoi dépenserions-nous ce genre d'argent pour toi ?» a-t-elle dit. « Tu es une fille. Tu te marieras, tu auras des enfants, ton mari subviendra à tes besoins. C'est comme ça que ça marche. » J'ai regardé mon père. Il fixait sa tasse de café, la mâchoire serrée, sans rien dire. Cette même année, Marcus, de 3 ans mon aîné et déjà en 2e année à Villanova, recevait tout sur un plateau. Pas des bourses, juste des chèques de nos parents. Il lui avait acheté une Honda Accord pour son trajet. Il lui avait loué un appartement près du campus, pour qu'il n'ait pas à subir la vie en dortoir. Moi, j'ai eu une liste d'emplois qui embauchaient des jeunes de 18 ans. Alors, je me suis débrouillée toute seule. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, j'en ai décroché assez pour couvrir 70% des frais de scolarité à Temple, et j'ai occupé 2 emplois à temps partiel, les soirs de semaine dans un centre d'appel, et les week-ends dans un café, pour couvrir le reste. 4 années à dormir 5 heures par nuit, à manger des ramen parce que l'épicerie était un luxe, à regarder mes camarades aller à des fêtes pendant que je prenais des gardes supplémentaires. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,8 et une licence d'expert comptable, qui est maintenant accrochée dans mon petit appartement. J'ai mérité chaque lettre de ce diplôme. C'est aussi pour cela que j'ai arrêté de parler à ma famille pendant 2 ans après l'obtention de mon diplôme. Je ne pouvais pas les regarder sans ressentir le poids de tout ce qu'ils m'avaient refusé. Les filles sont les piliers de la famille. Ma mère avait l'habitude de dire, les filles ne sont que des invitées de passage.
J'ai entendu cette phrase tellement de fois, que j'ai commencé à y croire. Le lendemain matin de la mort de papa, je suis retourné à la maison où j'ai grandi, pour la première fois en 3 ans. C'était une maison de style colonial à 4 chambres, dans la banlieue de Philadelphie, construite en 1985, avec un porche enveloppant et une arrière-cour où j'avais l'habitude d'attraper des lucioles. Le quartier était du genre où les gens mettaient des drapeaux américains sur leurs boîtes aux lettres et connaissaient les noms les uns des autres. Classe moyenne supérieure, respectable, la toile de fond parfaite pour une famille qui semblait parfaite de l'extérieur. Marcus m'attendait à la porte d'entrée quand je suis arrivé. Il m'a fait une accolade rapide, d'un seul bras, de la façon dont on étreint quelqu'un qu'on est obligé de saluer mais qu'on ne veut pas particulièrement toucher. « Ça fait longtemps, Sœurette » a-t-il dit. « Tu as l'air fatigué. » Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à remarquer le sac de sport Louis Vuitton dans le couloir, les clubs de golf appuyés contre le mur, les mocassins Gucci alignés près de l'escalier. Marcus était au chômage depuis 8 mois. Je le savais parce que maman l'avait mentionné lors d'un de ses rares appels téléphoniques culpabilisants. « Où est maman » ai-je demandé. Au téléphone avec les pompes funèbres, elle a tout sous contrôle. J'ai monté mon sac de voyage dans mon ancienne chambre, ou ce qui était autrefois ma chambre. Les murs étaient toujours du même bleu pâle que j'avais peint quand j'avais 15 ans. Mais tout le reste était différent. Mon lit avait disparu, remplacé par le surplus de Marcus, plus de bagages de créateur, des boîtes à chaussures, une télévision à écran plat encore dans son emballage. Ma chambre d'enfance était devenue le box de stockage de mon frère. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant la pile de choses coûteuses qui appartenaient à un homme qui n'avait soi-disant pas d'argent, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je n'ai pas demandé pourquoi ma chambre était devenue son placard. Certaines questions trouvent leur réponse d'elles-mêmes. Les funérailles étaient prévues 5 jours plus tard, selon les vœux de papa. Simple, chez Peterson & Son, la maison funéraire locale devant laquelle il passait chaque jour en allant au travail. J'ai géré la logistique. J'ai appelé le directeur des pompes funèbres, rédigé la nécrologie, contacté des proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai organisé les fleurs, confirmé le traiteur, et je me suis assuré que les programmes soient imprimés avec la bonne photo, celle de papa d'il y a 10 ans, avant qu'il ne commence à avoir l'air fatigué tout le temps. Marcus s'est occupé de la compassion. Chaque fois qu'un voisin passait avec un plat mijoté, il apparaissait dans l'embrasure de la porte avec son chagrin répété, acceptant les condoléances comme un politicien travaillant une foule. « Merci beaucoup d'avoir pensé à nous » disait-il, la main sur leur épaule, la voix chargée d'émotion. Papa aurait apprécié. Mais derrière les portes closes, les choses étaient différentes. Je l'ai remarqué le 3e jour. Maman et Marcus n'arrêtaient pas d'avoir des conversations à voix basse dans le salon, des conversations qui s'arrêtaient brusquement dès que j'entrais. Je saisissais des fragments comme « après les funérailles » et « immobilier » et « régler ça rapidement ». La 4e nuit, je passais devant la cuisine quand j'ai entendu Marcus au téléphone. « Je sais », disait-il, sa voix tendue par quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je l'aurai juste après cette semaine. Donnez-moi juste jusqu'à. » Il m'a vu et a raccroché immédiatement. « C'était qui » ai-je demandé. « Personne. Des trucs de boulot. » Il n'avait pas travaillé depuis 8 mois. Je n'ai pas insisté, mais je l'ai classé dans un coin de ma tête. Une autre pièce d'un puzzle que je ne comprenais pas encore. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond, me demandant ce que mon frère cherchait si désespérément à payer, et pourquoi sa peur semblait plus grande que son chagrin. La veille des funérailles, je ne pouvais pas dormir. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je n'arrive pas à apaiser mon esprit. J'ai organisé. Papa avait un petit bureau au sous-sol, une pièce encombrée avec un bureau en bois et des classeurs des années 1990. Personne n'y avait touché depuis qu'il était tombé malade. Je me suis dit que je pouvais au moins commencer à trier les choses, me rendre utile d'une manière qui ne m'obligerait à parler à personne. Le premier classeur était plein de déclarations d'impôts et de factures de services publics remontant à des décennies. Le second contenait de vieilles photographies, des bulletins scolaires, les miens et ceux de Marcus, et un dossier étiqueté « Documents importants ». À l'intérieur, j'ai trouvé mon certificat de naissance, quelques photos de moi bébé, et une seule feuille de papier avec un logo que je ne reconnaissais pas. Farwell Family Holdings LLC, daté de 2009. Je l'ai fixé.
Le document était une sorte d'accord d'exploitation, dense en langage juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais j'ai vu mon nom dans le texte et ma signature en bas, bouclée et incertaine, l'écriture de mes 23 ans. Je me suis souvenu de ce jour, en 2009. Papa m'avait appelé et m'avait demandé de rentrer à la maison pour signer quelques papiers. Juste des trucs administratifs pour l'entreprise, avait-il dit. Rien d'important. Je sortais tout juste de l'université, lui faisant encore confiance malgré tout. Alors, j'ai signé là où il pointait, sans lire les petits caractères. J'avais complètement oublié cela jusqu'à maintenant. J'ai glissé le papier dans mon sac à main, prévoyant de demander à maman à ce sujet plus tard. Quand je l'ai trouvée dans la cuisine le lendemain matin et que j'ai mentionné Farwell Family Holdings, elle a agité la main avec dédain. Cette société a été dissoute il y a des années. Ne perds pas ton temps à fouiller dans le passé. Alors, je n'en ai plus parlé, mais j'ai gardé le papier. Quelque chose me disait de le faire. Les funérailles ont eu lieu un jeudi, gris et froid, le genre de journée de novembre qui rend tout plus lourd. Peterson & Son était la plus grande maison funéraire de la région, avec des boiseries sombres et des vitraux qui projetaient une lumière colorée sur les bancs. Plus de 40 personnes sont venues, des proches, d'anciens collègues de l'entreprise de construction que papa avait dirigée, des voisins qui se souvenaient de lui comme l'homme calme qui déneigeait toujours leurs allées après les tempêtes de neige. Marcus a prononcé l'éloge funèbre. Il se tenait au podium dans un costume Tom Ford. Je reconnaissais la coupe parce que je l'avais vu dans un magazine, $3000 minimum, et parlait de papa comme s'ils avaient été les meilleurs amis du monde. Il a parlé des voyages de pêche qu'ils avaient faits, des conseils que papa lui avait donnés, du lien indéfectible entre père et fils. J'étais assise au dernier rang, écoutant des histoires que je n'avais jamais entendues, me demandant si l'une d'elles était même vraie. Les voyages de pêche peut-être, mais les conversations à cœur ouvert, la connexion profonde et significative. J'avais vécu dans cette maison pendant 18 ans, et je n'avais jamais vu papa parler à Marcus de quoi que ce soit de plus personnel que les scores sportifs. Mais la foule était émue. Les femmes tamponnaient leurs yeux. Les hommes hochaient la tête solennellement. Marcus avait toujours été doué pour le spectacle. Maman était assise au premier rang, portant du Chanel noir et son collier de perles signature, un cadeau de Marcus, aimait-elle rappeler aux gens, bien que nous sachions tous que papa l'avait payé. Elle acceptait les condoléances avec une dignité répétée. La veuve éplorée qui avait tout sous contrôle. Personne n'est venu voir comment j'allais. Personne n'a demandé comment je tenais le coup. Je n'étais qu'un bruit de fond. La fille qui était partie trop longtemps pour compter. Je ne savais pas que l'éloge funèbre n'était que la première partie. La vraie performance allait suivre. Après la prière finale, la plupart des gens ont commencé à rassembler leurs manteaux pour partir, mais Marcus est remonté sur le podium et s'est raclé la gorge. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde encore un instant. La salle s'est figée. J'ai vu maman lui faire un signe de tête depuis son siège, un geste minuscule, presque imperceptible, comme un réalisateur donnant le signal à un acteur. Notre famille a discuté de ce qu'il fallait faire pour l'avenir, a dit Marcus, sa voix portant cette même émotion répétée de l'éloge funèbre. Et nous avons pris une décision difficile. Nous allons vendre la maison familiale. Des murmures ont parcouru la foule. Tante Patricia, la sœur de papa, a mis une main sur sa poitrine. La maison sur Maple ? Richard aimait cette maison. Je sais, a dit Marcus, secouant la tête avec ce qui ressemblait à un véritable chagrin. Mais il est temps de prendre un nouveau départ. Maman ne veut pas être là toute seule, entourée de souvenirs. Et franchement, l'entretien est trop lourd pour qu'elle s'en occupe seule. Il a fait une pause, laissant cela pénétrer les esprits, puis a ajouté, nous en avons déjà discuté en famille. Maman, moi et Brianna étions tous d'accord. Mon estomac s'est noué. Je n'avais accepté rien du tout. On ne m'avait même rien demandé. J'ai commencé à me lever pour dire quelque chose, mais maman s'est retournée et m'a regardé. Ses yeux étaient perçants. Un avertissement. Ne t'avise pas de faire une scène. La maison sera mise en vente le mois prochain, a continué Marcus. Nous voulions juste que tout le monde le sache pour qu'il n'y ait pas de surprise. Après l'annonce, les gens se sont approchés de maman avec sympathie. Une décision si difficile. Richard comprendrait. Vous devez faire ce qui est le mieux pour la famille. Personne ne m'a demandé ce que je pensais. Je restais figé au fond de la salle,
regardant ma maison d'enfance être vendue aux funérailles de mon père, et je n'ai pas dit un mot. Mais Marcus n'avait pas fini. Il a regardé vers maman, et elle s'est levée de son siège comme s'ils avaient répété cela aussi. « Je veux ajouter quelque chose », a-t-elle dit, lissant sa robe noire alors qu'elle marchait vers l'avant. Je sais que certains d'entre vous s'interrogent peut-être sur la situation de Brianna. Mon visage est devenu brûlant. 40 pères d'yeux se sont tournés vers moi. Brianna est une jeune femme forte et indépendante, a continué maman. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose qu'elle ne voulait pas acheter. Elle a un bon travail, son propre appartement. Elle est partie il y a des années et a construit sa propre vie. Richard en serait fier. Elle a fait une pause, penchant la tête avec un sourire triste. Elle n'a pas besoin de la maison. Pas comme Marcus. Il a eu quelques revers. Il a besoin du soutien de la famille en ce moment. Je suis sûr que vous comprenez tous. Quelqu'un dans la foule, je crois que c'était tante Dorothy, a chuchoté, eh bien, elle les a abandonnés pendant des années. Ton père comprendrait, a dit maman, me regardant directement maintenant. Ta sœur peut trouver un autre endroit. J'ai senti les mots atterrir comme un coup physique. Elle venait de dire à toute notre famille élargie que je ne méritais rien, que j'étais une réflexion après coup, que peu importe ce qui arrivait à ma maison d'enfance, cela ne me regardait pas. Une cousine éloignée nommée Barbara s'est penchée vers moi. Tu sais que ta mère a raison, chérie. Tu as si bien réussi. Marcus a besoin d'aide plus que toi. Je voulais hurler. Je voulais leur parler des bourses pour lesquelles j'avais dû me battre, des emplois que j'avais occupés, des années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien, pendant que Marcus drainait toutes les ressources de nos parents. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années, et je n'ai rien dit. Après le service, j'ai erré dehors pendant que tous les autres restaient pour discuter. L'air de novembre était glacial, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de respirer quelque chose qui ne ressemblait pas à une trahison. À travers la fenêtre, j'ai vu Marcus serrer la main d'un homme dans un costume gris taillé sur mesure. Ils ont échangé des cartes de visite. L'homme a tendu à Marcus un dossier avec le logo d'une agence immobilière sur le devant. Il avait amené un agent immobilier aux funérailles. Maman est apparue à côté de l'homme, faisant un geste vers la porte comme si elle donnait des directions. Une minute plus tard, je les ai tous vus monter dans des voitures séparées et s'éloigner en direction de la maison. J'ai réalisé qu'ils faisaient visiter la propriété avant même que papa ne soit enterré. Je suis retourné à l'intérieur pour trouver mon sac à main, et c'est là que j'ai entendu tante Dorothy parler à un groupe de cousins. Eh bien, à quoi tu t'attends? Brianna les a abandonnés. N'a pas appelé. N'a pas visité pendant des années, et maintenant elle veut se montrer et réclamer quelque chose. Le sang ne fonctionne pas comme ça. Je me suis figé dans le couloir, caché par un pilier, et j'ai écouté. Sa pauvre mère, a ajouté quelqu'un d'autre, devoir gérer une fille comme ça en plus de perdre son mari. Au moins Marcus est resté. Il a été là pour Linda à travers tout ça. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais appelé et où l'on m'avait dit que maman était occupée. Toutes les fêtes où j'avais proposé de rentrer, seulement pour m'entendre dire « nous faisons ça en petit comité cette année ». Toutes les façons dont j'avais essayé de reconstruire les ponts qu'ils continuaient de brûler. En sortant, j'ai remarqué quelque chose de nouveau sur la pelouse devant le funérarium. Un panneau immobilier avec une bannière, bientôt disponible. Ils avaient prévu cela depuis un moment, et personne n'avait pensé à me le dire. J'ai pris une photo du panneau. Une preuve, me suis-je dit, bien que je ne sache pas encore pourquoi faire. Cette nuit-là, j'ai essayé de leur parler. La maison était calme. La plupart des proches étaient retournés à leurs hôtels ou chez eux, nous laissant juste tous les trois dans le salon. Maman dans le fauteuil en cuir de papa. Marcus affalé sur le canapé. Moi debout dans l'embrasure de la porte, comme une visiteuse dans ma propre maison d'enfance. Je dois vous demander quelque chose, ai-je dit, à propos de la vente de la maison. Maman a levé les yeux de son téléphone. Quoi à propos de ça? Tu as dit que nous étions tous d'accord. Nous ne l'étions pas. Personne ne m'a rien demandé. Marcus a ri. Un son court et méprisant. Allez, Bri. Tu ne fais plus partie de cette famille depuis des années. Qu'est-ce que ça peut te faire ce qui lui arrive?
Ça m'importe parce que c'est notre maison familiale. Parce que papa est mort il y a 4 jours et vous la montrez déjà à des acheteurs. Parce que j'ai tout autant le droit de faire partie de cette décision que vous deux. L'expression de maman s'est durcie. Tu n'as aucun droit. Tu es parti. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas visité. Tu n'as pas aidé quand ton père était malade. Et maintenant tu veux te pointer et exiger d'avoir ton mot à dire. J'ai appelé. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de moi. Nous n'avions pas besoin de ta culpabilité. Nous avions besoin de ta présence. Marcus s'est redressé, me fixant avec un regard qui était presque de la pitié. Écoute, je vais être honnête avec toi. J'ai besoin de l'argent de cette maison. J'ai des dettes d'investissement, beaucoup. Et si tu fais une scène à ce sujet, je dirai à tout le monde exactement quel genre de fille tu as été, comment tu as coupé les ponts avec papa pendant 2 ans, comment tu lui as brisé le cœur. Ma gorge s'est serrée. C'était ma honte la plus profonde, les années où j'avais refusé de parler à papa, et Marcus venait juste d'en faire une arme. J'essaie d'aider la famille, a-t-il dit. Tu essaies de la déchirer. J'ai quitté la pièce sans un autre mot, mais je n'ai pas quitté la maison. Pas encore. Je sais ce que vous pensez probablement en ce moment. Pourquoi je ne me suis pas défendu? Pourquoi n'ai-je pas appelé un avocat sur le champ? Mais voilà le truc que vous devez comprendre. C'était ma famille, ma mère, mon frère. Les gens dont j'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner l'amour. M'éloigner d'eux avait déjà brisé quelque chose en moi une fois. Je n'étais pas prête à le refaire. Si vous avez déjà été dans une situation comme celle-ci, où se défendre signifiait perdre tous ceux que vous aviez toujours connus, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi que je ne suis pas seul. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, restez avec moi. 3 jours après les funérailles, maman a convoqué une autre réunion de famille, cette fois à la maison, pour discuter de la succession, a-t-elle dit, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. 15 personnes se sont entassées dans la salle à manger. Tante Dorothy, oncle Frank, ma grand-mère du côté de maman, divers cousins que je reconnaissais à peine. La pièce semblait plus petite que dans mes souvenirs, remplie de corps et d'opinions, et du poids des décisions prises sans moi. Maman se tenait en bout de table, une pile de papier devant elle. Marcus était assis à sa droite, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un problème à gérer. Voici la situation, a commencé maman. Richard n'a pas laissé une succession compliquée. La maison est l'actif principal, valant environ 800 000 $. Mon plan est de la vendre, de payer les dettes impayées, et d'utiliser le reste pour subvenir à mes besoins pendant ma retraite. Et Brianna, a demandé grand-mère. Elle était la seule à me regarder avec autre chose que du jugement. Brianna a sa propre carrière, a dit maman doucement. Elle n'a pas besoin de soutien. Elle a déménagé il y a des années, a construit sa propre vie. Je suis fier d'elle pour cela. Mais c'est toujours ta fille, a insisté grand-mère. La fille de Richard. Tante Dorothy, la sœur de maman, est intervenue. Avec tout le respect que je vous dois, mère, Brianna n'a pas exactement été présente. Elle a coupé les liens avec cette famille. On ne peut pas s'éloigner et revenir ensuite la main tendue. Je ne demande rien, ai-je dit. Je demande à être incluse dans les décisions concernant la propriété de ma propre famille. Tu es incluse, a dit Marcus avec un sourire mince. Tu es assise juste ici, n'est-ce pas? La salle a été parcourue par des rires inconfortables. J'ai senti mon visage rougir. Personne ne m'a défendu. Pas une seule personne à cette table n'a pris la parole pour dire que je méritais une voix. Grand-mère a croisé mon regard et a détourné les yeux, les lèvres serrées. Le véritable but de la réunion est devenu clair 1 heure plus tard. Marcus a fait glisser un document sur la table vers moi. L'entête indiquait « Renonciation aux intérêts dans les biens de la succession ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. C'est simple, a dit maman. Tu signes ceci et tu renonces formellement à toute réclamation sur la maison ou les profits de sa vente. Cela protège tout le monde, garde les choses propres. J'ai fixé le papier. Vous voulez que je renonce à mon héritage? Tu ne renonces à rien, a dit Marcus. Papa ne t'a rien laissé dans son testament. Cela rend juste la chose officielle pour que nous puissions avancer sans complication. Comment savez-vous ce que papa m'a laissé?
Marcus a échangé un regard avec maman. Nous avons fait examiner le testament par un avocat. La maison va à maman. C'est tout. Ce n'est que de la paperasse. Si je n'ai déjà aucune prétention, pourquoi avez-vous besoin que je signe? Sa mâchoire s'est serrée. Parce que nous voulons que ce soit fait rapidement. L'acheteur est prêt. Nous n'avons pas besoin qu'une fille éloignée se pointe dans 6 mois en prétendant qu'elle mérite une part. Et si je ne signe pas, maman s'est penchée en avant. Alors je dirai à tout le monde dans cette pièce, et à tous ceux qui n'étaient pas ici, exactement quel genre de fille tu as été. Comment tu as abandonné ton père pendant 2 ans quand il avait le plus besoin de toi. Comment tu lui as brisé le cœur. La même menace que Marcus avait faite. Il s'était clairement coordonné. Signe le papier, Brianna, a dit oncle Frank. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Tout le monde me fixait, attendant. J'ai pris le stylo. Le Mont Blanc de papa, ai-je réalisé, celui qu'il avait eu pour ses 20 ans d'ancienneté, et je l'ai tenu au-dessus de la ligne. Puis je l'ai reposé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Le sourire de Marcus a disparu. Tu as 24 heures. Je suis rentré à mon appartement ce soir-là, me sentant comme si j'avais déjà perdu. Le studio semblait plus vide que d'habitude. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion dans le noir, les lampadaires projetant de longues ombres à travers la fenêtre, et j'ai passé en revue mes options. Je pouvais signer le papier, renoncer à toute prétention que je pourrais avoir, m'en aller, les laisser avoir la maison. Ce serait plus facile. Plus de réunions de famille, plus d'accusations, plus de sentiment de ne pas être à ma place. Mais quelque chose en moi refusait. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être était-ce le souvenir de toutes ces nuits où j'avais travaillé des doubles gardes pour payer un diplôme que mes parents refusaient de financer. Peut-être était-ce la façon dont maman avait annoncé à 40 personnes que je ne comptais pas. Ou peut-être était-ce le papier dans mon sac à main, celui avec le logo que je ne reconnaissais pas. Farwell Family Holdings LLC. Je l'ai sorti et je l'ai regardé à nouveau dans la lumière tamisée. Ma signature était là en bas. Bouclé et jeune, d'il y a 15 ans. Papa m'avait demandé de le signer, et je l'avais fait sans poser de questions parce que je lui faisais confiance. Que avais-je signé? J'ai pensé à appeler un avocat, mais il était presque minuit et je ne savais même pas par où commencer. Puis je me suis souvenu que le programme des funérailles de papa mentionnait un nom. Gerald Whitmore, avocat spécialisé en succession, conseil de la famille Henderson depuis 20 ans. J'ai trouvé le numéro dans le vieux carnet d'adresse de papa, que j'avais pris dans son bureau avec quelques autres choses. Demain, ai-je décidé, demain j'appellerai ce Gerald Whitmore et je lui demanderai ce que signifiait Farwell Family Holdings. Si je devais perdre, au moins je voulais connaître la vérité d'abord. Le bureau de Gerald Whitmore était au 4e étage d'un immeuble en briques dans le centre-ville de Philadelphie, le genre d'endroit avec des plaques en laiton, des tapis persans et une faible odeur de vieux papier. Il était plus âgé que ce à quoi je m'attendais, fin de la soixantaine, avec des cheveux blancs et des lunettes à monture métallique qui lui donnaient l'air du grand-père de quelqu'un, mais ses yeux étaient vifs quand il m'a serré la main. Mademoiselle Henderson, j'espérais que vous appelleriez. Cela m'a surprise. Vraiment? Veuillez vous asseoir. Il a indiqué un fauteuil en cuir en face de son bureau. Je suis l'avocat de la succession de votre père depuis 20 ans. Lui et moi avions une entente. J'ai sorti le document de la LLC de mon sac et je l'ai fait glisser sur le bureau. J'ai trouvé ceci dans ses dossiers. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il y a mon nom dessus. Whitmore l'a ramassé et quelque chose a scintillé sur son visage. De la reconnaissance, peut-être du soulagement. Connaissez-vous Farwell Family Holdings LLC, a-t-il demandé. Ma mère a dit que la société avait été dissoute il y a des années. Votre mère se trompe. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier manille, épais, bien organisé, comme s'il l'avait gardé prêt. Mademoiselle Henderson, il y a quelque chose que votre père m'a demandé de vous dire, mais seulement quand le moment serait venu. Mon pouce est accéléré. Que voulez-vous dire? La maison familiale, celle sur Maple Street, ne fait pas partie de la succession de votre père. Quoi? En 2009, votre père a transféré la propriété à la Farwell Family Holdings LLC. La maison appartient à la LLC, et non à lui personnellement. Je l'ai fixé. Alors qui possède la LLC?
Whitmore m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est vous, mademoiselle Henderson. Vous êtes l'associé unique. Vous l'êtes depuis 15 ans. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire. Je l'aurais su. Quelqu'un me l'aurait dit. Whitmore a secoué la tête lentement. Votre père était très précis sur la confidentialité. Il ne voulait que personne ne sache, ni votre mère, ni votre frère, ni même vous, jusqu'à ce que cela devienne nécessaire. Mais pourquoi? Il a sorti un autre document du dossier. Celui-ci était plus vieux, le papier légèrement jauni. En 2008, votre père est venu me voir avec des inquiétudes. Il avait remarqué des changements dans le comportement de Marcus. Le jeu, les dettes, les débuts de ce qui allait devenir un problème sérieux. J'ai pensé à l'appel téléphonique désespéré de Marcus au funérarium, la peur dans sa voix. Votre père aimait votre frère, a continué Whitmore. Mais il ne lui faisait pas confiance. Il savait que s'il lui arrivait quelque chose, Marcus trouverait un moyen de drainer tous les actifs que la famille possédait. Alors, il a créé une structure pour protéger le plus précieux, la maison. Oui. Il l'a transférée dans la LLC en 2009 et vous a désigné, vous et vous seul, comme l'associé unique. L'accord d'exploitation est en béton, dûment notarié, déposé auprès de l'État de Pennsylvanie, maintenu et conforme chaque année depuis. Il a payé les frais de la LLC tout ce temps. Il a mis en place un petit fonds spécifiquement à cet effet. Il a pensé à tout. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Toutes ces années où je pensais que papa ne s'en souciait pas. Tous ces silences que j'interprétais comme de l'indifférence. Et tout ce temps, il avait construit une forteresse autour de moi. Votre père n'était pas doué avec les mots, a dit Whitmore doucement. Mais il était méticuleux avec les documents. C'était sa façon de dire ce qu'il ne pouvait pas. J'ai essuyé mes yeux du revers de la main. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, a-t-il dit, nous rétablissons la vérité. Whitmore m'a laissé m'asseoir dans son bureau aussi longtemps que j'en avais besoin. Il a fait du thé, Earl Grey, dans des tasses en porcelaine qui avaient l'air d'avoir appartenu à sa grand-mère, et a attendu pendant que je digérais tout. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'ai vraiment pleuré. Pas les larmes polies et contrôlées que j'avais versées aux funérailles. C'étaient des sanglots laids et haletants qui venaient de quelque part au fond de ma poitrine. Le chagrin, le soulagement et la confusion, tout emmêlés ensemble. Papa m'avait vu tout le long. Il m'avait vu. J'ai pensé à chaque fois qu'il était resté silencieux pendant que maman me rejetait. Chaque fête où Marcus était célébré et moi toléré. J'avais interprété son silence comme un accord, comme la preuve qu'il pensait que je comptais moins, aussi. Mais ce n'était pas ça du tout. Il n'avait juste pas su comment se battre pour moi à voix haute. Alors, il s'était battu pour moi sur le papier. Whitmore m'a tendu une enveloppe scellée. Mon nom était écrit sur le devant de l'écriture de papa, tremblante, les lettres inégales, comme si ses mains avaient été instables quand il l'avait écrit. Il m'a donné ceci il y a 3 mois, a dit Whitmore. Il m'a demandé de le garder jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Je ne l'ai pas ouverte là. Je n'étais pas prête, mais j'ai passé mon pouce sur les lettres de mon nom et j'ai senti quelque chose changer en moi. Il va y avoir une lecture officielle du testament, a dit Whitmore. Je vais l'organiser pour vendredi. J'inviterai tous ceux qui étaient à cette réunion de famille. Ils vont contester ça, ai-je dit. Ils diront que j'ai manipulé papa ou que les documents sont faux. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Il a sorti un autre dossier. Celui-ci plein de reçus, de signatures notariées, de confirmations de dépôt. Je me prépare pour ce moment depuis 15 ans. La trace écrite est impeccable. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Comment voulez-vous gérer cela, a demandé Whitmore. J'avais arrêté de pleurer à ce moment-là. Le thé avait refroidi, mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des jours. Je pourrais leur dire en privé, ai-je dit. Prendre maman et Marcus à part, expliquer la situation, éviter une scène publique. Vous pourriez, a convenu Whitmore. Ce serait certainement l'approche la plus diplomatique, mais ils ne m'ont pas accordé cette courtoisie. J'ai pensé à l'annonce aux funérailles, à la réunion de famille, à la façon dont ils ont essayé de m'humilier pour me soumettre devant tous ceux avec qui j'avais grandi.
Ils ont choisi de faire ça publiquement pour me faire passer pour la fille ingrate devant 40 personnes. Alors, vous aimeriez rétablir la vérité dans le même cadre? J'aimerais que la vérité éclate de la même manière que les mensonges l'ont fait. Whitmore a hoché la tête lentement. Je programmerai la lecture officielle du testament pour vendredi à 10 heures. J'inviterai tous ceux qui étaient à cette réunion. Votre mère, votre frère, vos tantes, oncles, grand-mère, ils s'attendront à ce que ce soit une procédure de routine. Aurez-vous besoin de quelque chose de ma part? Soyez juste là. Apportez le document original que vous avez trouvé. Je m'occupe du reste. Il a fait une pause, puis a ajouté, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être utile. Patricia Callahan. Elle a été la comptable de votre père pendant des années. Elle a été témoin de la formation originale de la LLC. Si votre famille conteste la légitimité des documents, elle peut tout corroborer. Elle est prête à le faire. Elle attend de le faire. Elle vous a toujours bien aimé, mademoiselle Henderson, et elle connaissait les véritables intentions de votre père. J'ai quitté le bureau de Whitmore avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La certitude. Je n'allais pas mener cette bataille en criant, en pleurant ou en les suppliant de me voir. J'allais laisser la paperasse parler d'elle-même. Patricia Callahan vivait dans une modeste maison de ville à Conshohocken, le genre d'endroit avec des jardinières pleines de chrysanthèmes et un paillasson de bienvenue qui le pensait vraiment. Elle approchait de la soixantaine, avec des cheveux méchés d'argent et le genre de visage qui vous donnait envie de lui raconter vos problèmes. Je me demandais quand vous viendriez, a-t-elle dit, me faisant entrer dans son salon. Gérald a appelé pour prévenir. Du thé, s'il vous plaît. Elle a versé d'une théière en céramique pendant que je m'asseyais sur son canapé floral, essayant de trouver comment commencer. Mais Patricia l'a fait pour moi. Votre père parlait de vous constamment, a-t-elle dit. Saviez-vous cela? Non. Il le faisait. Chaque fois que vous accomplissiez quelque chose, passiez votre examen d'expert comptable, obteniez une promotion, il trouvait un moyen de le mentionner. Ma fille s'en sort bien, disait-il. Elle a fait quelque chose de sa vie. Ma gorge s'est serrée. Alors pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Parce que Richard Henderson était l'homme le plus émotionnellement constipé que j'ai jamais rencontré. Elle l'a dit avec affection, pas cruauté. Il a grandi dans une maison où les sentiments étaient des faiblesses. Il ne savait pas comment dire je t'aime. Alors il le montrait dans la seule langue qu'il comprenait, les feuilles de calcul et les documents juridiques. La LLC. J'étais là quand il l'a mise en place. J'ai été témoin des signatures, je l'ai aidé à déposer les papiers. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne, pas même à vous, à moins que quelque chose ne tourne mal. Et maintenant quelque chose a mal tourné. Votre mère et votre frère sont sur le point de vendre une maison qui ne leur appartient pas. Je dirais que ça compte. Elle a posé sa tasse de thé et m'a regardé directement. Votre père n'était pas parfait, Brianna, mais à la fin, il vous a choisi. Ne les laissez pas vous enlever ça. J'ai hoché la tête. Je ne le ferai pas. La veille de la lecture du testament, Marcus a appelé. Les 24 heures sont écoulées, a-t-il dit. As-tu pris ta décision? J'étais assise sur mon lit, la lettre de papa toujours non ouverte sur ma table de chevet. Je serai à la lecture demain. Bien. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Apporte un stylo. On va boucler ça et tout le monde pourra passer à autre chose. Je te verrai là-bas, Marcus. Après qu'il a raccroché, maman a appelé. Son ton était différent, plus doux, presque suppliant. Brianna, je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce n'est pas pour t'écarter. C'est une question de survie. Marcus s'est mis dans le pétrin, et si nous ne l'aidons pas, des gens vont être blessés. Quel genre de pétrin? Elle a hésité. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Beaucoup d'argent. Plus de 300 000, peut-être plus près de 350. Je lui ai déjà donné tout ce que j'avais économisé. La maison était censée être le dernier recours. Alors, c'était le vrai chiffre, 340 000 $ de dette de jeu. Mon frère s'était vidé en chassant des gains qui ne venaient jamais. Je suis désolé que Marcus soit en difficulté, ai-je dit, mais vendre la maison de papa, ma maison, ne va pas le réparer. Ça va juste lui permettre de continuer. Tu ne comprends pas.
Je comprends parfaitement. Je te verrai demain, maman. J'ai raccroché et j'ai enfin ouvert la lettre de papa. Son écriture était tremblante, les mots inégaux, mais le message était clair. Brianna, je sais que ta mère et ton frère ne t'ont pas traité équitablement. Je suis désolé de n'avoir jamais eu le courage de le dire à voix haute. Je n'ai pas été un bon père, mais j'ai essayé de te laisser quelque chose qu'ils ne pourraient pas t'enlever. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ce qui compte. Papa. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai glissée dans la poche de mon blazer. Demain, je n'aurai pas besoin de dire grand-chose. Le papier ferait la conversation. Vendredi matin, 10 h. Bureau de Gerald Whitmore. La salle de conférence était plus grande que son bureau privé, avec une table en acajou assez longue pour asseoir 12 personnes et des peintures à l'huile des monuments de Philadelphie sur les murs. Un lustre en cristal était suspendu au-dessus, projetant une lumière prismatique sur le bois poli. Je suis arrivé à 9h45 et j'ai trouvé Whitmore déjà en train de s'installer, des dossiers disposés à sa place, un verre d'eau à chaque place, le rétroprojecteur prêt au cas où il aurait besoin d'afficher des documents. « Êtes-vous prête ?» a-t-il demandé. Aussi prête que je le serai jamais. La famille a commencé à arriver à 9h55. Maman est venue en premier, portant du noir à nouveau, cette fois une robe de créateur que je ne reconnaissais pas, avec le collier de perles brillant à sa gorge. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil avant de prendre place à l'autre bout de la table. Marcus est entré 15 minutes en retard, parce que bien sûr qu'il l'a fait. Il portait à nouveau le costume Tom Ford, fraîchement repassé, comme si c'était une réunion d'affaires où il s'attendait à conclure un marché. Il a tapé sur l'épaule de Whitmore comme s'ils étaient de vieux amis. « Merci d'avoir organisé ça, Jerry. Faisons vite. » « Ouais. » Oncle Frank, tante Dorothy, grand-mère et une poignée de cousins sont entrés après lui. La même distribution de personnages de la réunion de famille, ici pour assister à ce qu'il supposait être ma défaite finale. Marcus a croisé mon regard à travers la table et a fait un clin d'œil. Il a réellement fait un clin d'œil, comme si nous partagions une blague. « Tu as apporté un stylo cette fois ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste lissé mon blazer bleu marine, le même que je portais aux réunions clients importantes, celui que j'avais acheté avec mon propre argent après ma première promotion, et j'ai attendu. Whitmore a fermé la porte et a pris sa place en bout de table. Devons-nous commencer ? Je dois faire une pause ici une seconde parce que c'est le moment que j'attendais depuis toute ma vie, pas pour la vengeance. Je veux être clair là-dessus. Je n'étais pas assise dans cette salle de conférence à rêver de faire souffrir ma famille. J'attendais d'être vu, d'être reconnu, d'avoir enfin, après 32 ans, quelqu'un qui se lève et dise que je comptais. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si peu importe ce que vous accomplissiez, ce n'était jamais assez, alors vous savez exactement comment je me sentais sur cette chaise. Aimez et commentez si vous êtes toujours avec moi, et restez proches. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Whitmore a commencé par les formalités standards, confirmant l'identité de chacun, expliquant le but de la lecture, décrivant la structure de base de la succession de papa. Le testament de Richard Henderson est simple, a-t-il dit, tournant les pages de son dossier. Les effets personnels doivent être distribués entre les membres de la famille à la discrétion de Madame Henderson. Son véhicule, une Honda Accord de 2018, va à Marcus. Ses comptes d'épargne totalisant environ 47 000 $ vont à sa femme, Linda. Maman a hoché la tête, semblant satisfaite. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise avec l'air de quelqu'un regardant un cheval sur lequel il a parié prendre la tête. « Et la maison ?» a suggéré tante Dorothy, « la propriété de Maple Street ?» Whitmore a fait une pause. Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées sur sa cravate, et les a remises, un geste que je réaliserai plus tard être entièrement délibéré. « En ce qui concerne la maison, » a-t-il dit lentement. « Il y a un problème. » La salle est devenue silencieuse. Marcus s'est redressé. « Quel genre de problème ?» a demandé maman. « La propriété sur Maple Street ne fait pas partie de la succession personnelle de Monsieur Henderson. »« C'est ridicule » a dit Marcus. « Il a possédé cette maison pendant 30 ans. »« Il a vécu dans cette maison pendant 30 ans » a corrigé Whitmore. « Mais la propriété a été transférée en 2009. » La propriété est détenue par une société à responsabilité limitée appelée Farwell Family Holdings LLC.
J'ai regardé le sang se retirer du visage de ma mère. Marcus avait l'air confus, comme si quelqu'un avait commencé à parler une langue qu'il ne comprenait pas. « C'est quoi ce bordel, Farwell Family Holdings » a-t-il exigé. Whitmore a sorti un dossier épais dessous ses notes. Sur la couverture, de l'écriture soignée de papa, il y avait une étiquette « Document de propriété ». Ne pas détruire. Je pense, a dit Whitmore, que nous devons discuter de la structure d'entreprise que votre père a mise en place il y a 15 ans. Whitmore a étalé les documents un par un, comme un croupier étalant des cartes sur une table. En 2009, Richard Henderson a transféré la propriété de Maple Street à une société à responsabilité limitée. La LLC a été correctement formée. Le transfert a été légalement enregistré auprès du comté, et toutes les taxes et frais ont été payés chaque année depuis. Donc, la société possède la maison, a dit Marcus. Bien. Qui possède la société? L'accord d'exploitation spécifie un associé unique, une personne avec un contrôle total sur la LLC et tous ses actifs. Whitmore m'a regardé. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées pour suivre son regard. Cette personne est Brianna Henderson. Le silence a duré exactement 3 secondes. Puis Marcus a explosé de sa chaise. C'est. Son visage était passé de pâle à rouge en un instant. Elle l'a manipulé. Elle l'a eu quand il était malade et confus. Les documents ont été exécutés en 2009, a dit Whitmore calmement. Votre père avait 53 ans et était en parfaite santé. Les signatures ont été notariées par un notaire public agréé et attestées par son comptable qui est prêt à témoigner de sa compétence mentale à l'époque. Je ne crois pas ça. Marcus a attrapé l'un des documents et l'a scanné, ses mains tremblant. C'est de la fraude. C'est le choix de votre père, a dit Whitmore. Fait délibérément, maintenu soigneusement et juridiquement contraignant. Maman a enfin parlé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il ne me l'a jamais dit. 25 ans de mariage, et il n'a jamais dit un mot. Il m'a demandé de garder cela confidentiel. J'ai honoré cette demande. Je suis resté très immobile, sentant le poids de 40 ans de dynamique familiale changer en temps réel. Mes tantes me fixaient. Ma grand-mère avait les larmes aux yeux. Et mon frère avait l'air de vouloir renverser la table. La maison vaut près de 900 000 $, a dit Marcus. Elle appartient à la famille. Elle appartient à la LLC, a répondu Whitmore. Et la LLC appartient à votre sœur. Maman s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de trahison et de désespoir qui la faisait paraître plus vieille que ses 67 ans. Tu savais, a-t-elle dit. Tout ce temps, tu savais. Je l'ai découvert il y a 3 jours, ai-je dit. Après que tu as annoncé aux funérailles de papa que je pouvais trouver un autre endroit. Ne t'avise pas, a commencé Marcus. Laisse-la finir, a dit grand-mère sèchement. Tout le monde s'est tu. J'ai pris une inspiration. J'ai trouvé un document dans le bureau de papa et je ne savais pas ce qu'il signifiait. J'ai appelé monsieur Whitmore pour demander. Il m'a dit la vérité, une vérité qu'aucun de vous deux n'a jamais pris la peine de partager parce que vous aviez déjà décidé que je ne méritais pas de faire partie des décisions de cette famille. Le calme de maman s'est fissuré. Nous avons besoin de cet argent, Brianna. Marcus a des ennuis. De vrais ennuis. Il doit de l'argent à des gens qui ne négocient pas. Combien, a demandé oncle Frank en fronçant les sourcils. Marcus n'a rien dit, alors je l'ai fait. 340 000 $ de dette de jeu. La salle a explosé. La main de tante Dorothy a volé à sa poitrine. L'un de mes cousins a murmuré « Jésus-Christ ». Oncle Frank a regardé Marcus comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Ce n'est pas exact, a balbutié Marcus. Ce sont des investissements, pas, je le couvre depuis des années, a dit maman, sa voix se brisant. Je lui ai donné tout ce que j'avais. La maison était censée être le dernier recours. Elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Ton père est parti depuis seulement 2 semaines et tu vas prendre notre maison. Je ne prends rien, ai-je dit. Je réclame ce que papa m'a laissé. De la même manière que vous avez réclamé tout ce qu'il vous a laissé. La seule différence est qu'il s'est assuré que celle-ci ne pourrait pas être enlevée. Le collier de perles autour de son cou a capté la lumière alors qu'elle baissait la tête. Pour la première fois de ma vie,
j'avais dit quelque chose qu'elle ne pouvait pas contester. Je me suis levé. L'attention de tout le monde s'est braquée sur moi. Certains hostiles, certains curieux, certains soigneusement neutres. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. Je ne suis pas ici pour jubiler, ai-je dit. Et je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. Je suis ici parce que papa voulait que j'aie ça. Il a fait ce choix quand j'avais 23 ans, et il l'a gardé secret pendant 15 ans. Cela me dit quelque chose sur ce qu'il croyait. Cela me dit qu'il a été manipulé, a craché Marcus. Cela me dit qu'il a vu ce qui arrivait. J'ai regardé directement mon frère. Il savait que tu brûlerais tout ce qu'il a construit si on t'en donnait la chance. Et il avait raison. Marcus s'est précipité en avant et pendant un moment j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper. Mais oncle Frank a attrapé son bras. « Assieds-toi » a dit oncle Frank. « Tu as fait assez de dégâts. » Je me suis tourné vers ma mère. « Tu peux rester dans la maison. Je ne vais pas te mettre à la rue, mais ce sera sous un bail formel. $1 par mois, renouvelable chaque année, à ma discrétion. $1 par mois, a-t-elle répété. Et Marcus n'y vit pas. C'est non négociable. Tu ne peux pas, je peux. La maison appartient à ma LLC. C'est moi qui décide qui y vit. La salle était morte de silence. Je pouvais voir les calculs se faire derrière les yeux de chacun, le pouvoir changer, les vieilles hypothèses s'effondrer. Marcus a besoin d'aide, ai-je dit plus doucement maintenant. De l'aide réelle, pas de l'argent à jeter au bookmaker. S'il veut se faire soigner pour son addiction, je soutiendrai ça. Mais je ne participerai pas à lui permettre de se détruire. J'ai pris mon sac et j'ai regardé autour de la table une dernière fois. Je n'ai pas demandé ça, mais je ne vais pas m'excuser d'accepter ce que mon père a choisi de me donner. Puis je suis sorti. J'étais à mi-chemin du couloir quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Brianna, attends. » Je me suis tourné. C'était grand-mère, la mère de ma mère, se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années, sa canne claquant contre le sol en marbre. « Grand-mère, je suis désolé. Je sais que c'était. Ne t'excuse pas. » Elle m'a rejointe et a pris ma main dans les siennes. Sa poigne était plus forte que ce à quoi je m'attendais. « Je dois te dire quelque chose. » Nous sommes entrés dans une alcôve près de l'ascenseur, hors de vue de la salle de conférence. « Je savais, » a-t-elle dit. « À propos de la LLC ? Richard me l'a dit avant de mourir. Il a demandé ma bénédiction. Je l'ai fixée. Tu savais tout ce temps. Il est venu me voir il y a 3 mois, juste après son diagnostic, il a dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il avait besoin de savoir qu'il avait fait la bonne chose. » Ses yeux brillaient. Il m'a demandé, « Penses-tu que je devrais protéger Brianna ?» Et je lui ai dit, « Oui, parce que ta mère ne le fera pas. » J'ai senti les larmes menacer à nouveau. « Pourquoi n'as-tu rien dit à la réunion de famille ?» Parce que ce n'était pas mon secret à dire. Et parce que, elle a soupiré. Je voulais voir si ta mère reviendrait à la raison d'elle-même. Lui donner une chance de faire la bonne chose. Elle ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait. Grand-mère a serré ma main. Mais toi si. Tu as tenu bon. Tu ne les as pas laissés t'intimider. J'ai appris en te regardant, ai-je dit doucement. Elle a souri. Un vrai sourire, le genre dont je me souvenais de mon enfance. Tu me rappelles ton grand-père. Il était têtu aussi, de la meilleure des façons. Elle a tapoté ma joue et s'est retournée vers la salle de conférence. Rentre chez toi, ma chérie. Tu as mérité du repos. Je m'occupe de ce qui reste là-dedans. J'étais presque à ma voiture quand Marcus m'a rattrapé. Brianna, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Je pouvais entendre sa respiration, rauque, inégale, comme s'il avait couru. Je sais que tu es en colère, a-t-il dit. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors explique-le. Il a contourné pour me faire face, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du costume cher et de la confiance répétée. Mon frère avait l'air brisé, des cernes sous les yeux, les mains tremblantes, le désespoir d'un homme qui était à court d'options. Les gens à qui je dois de l'argent, a-t-il dit. Ils ne sont pas patients.
Ils ont envoyé des gens pour me suivre, laisser des mots sur ma voiture. La semaine dernière, quelqu'un a crevé mes pneus. Marcus. J'ai peur, Brie. Sa voix s'est brisée. Je me suis mis dans le pétrin jusqu'au cou. Et je n'arrêtais pas de penser que je pouvais le regagner. Juste un pari de plus, un jeu de plus, et alors tout irait bien. Mais ça ne l'a jamais été. Et maintenant je suis si profond que je ne vois pas de sortie. J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé. L'homme à qui on avait donné tout ce pourquoi j'avais dû me battre, qui avait gaspillé chaque avantage et s'attendait toujours à ce que quelqu'un d'autre nettoie son désordre. Et sous tout cela, j'ai vu le gamin qui jouait à la balle avec moi dans l'arrière-cour. L'adolescent qui m'accompagnait à l'école quand j'avais peur des plus grands, avant que tout ne tourne mal. Tu as besoin d'une cure de désintoxication, ai-je dit. Pas d'argent. Je sais. 90 jours minimum. Un vrai programme, pas une retraite de week-end. Il a hoché la tête, ne croisant pas mon regard. Si tu fais ça, ai-je dit, t'engager vraiment à obtenir de l'aide. Alors nous pourrons parler de la suite, mais pas avant. Et si tu ne le fais pas, alors tu es tout seul. Maman attendait près de ma voiture. Elle avait dû se glisser par une entrée latérale pendant que je parlais à Marcus. Son maquillage avait coulé. La façade soignée complètement dissoute. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si le chagrin et le choc l'avaient compressée. Est-ce qu'il a laissé quelque chose pour moi, a-t-elle demandé doucement. Richard, dans ce dossier à lui, un message, une explication? J'ai pensé à mentir, lui dire que papa lui avait écrit une belle lettre pleine de réconciliation et de pardon, mais elle ne méritait pas un mensonge. Elle méritait la vérité. Non, ai-je dit. Il ne t'a pas mentionné du tout. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. 35 ans, a-t-elle chuchoté. Je lui ai donné 35 ans de ma vie. Et il a tout laissé il m'a laissé la maison, ai-je dit, pas parce qu'il m'aimait plus, parce qu'il savait que toi et Marcus la brûleriez. Et il avait raison. Je faisais ce que je pensais être le mieux pour la famille. Tu faisais ce qui était le mieux pour Marcus. Il y a une différence. Elle a commencé à argumenter, puis s'est arrêtée. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de l'acceptation exactement, mais le début d'une reconnaissance. Je l'ai élevé comme j'ai été élevé, a-t-elle dit. Les fils sont des investissements. Les filles sont temporaires. C'est ce que ma mère m'a appris. Grand-mère semble avoir changé d'avis. Un rire amer. Elle t'a toujours préféré. Peut-être qu'elle me voyait juste plus clairement. Maman a levé la main et a détaché son collier de perles, celui qu'elle portait tous les jours depuis aussi longtemps que je m'en souvenais, et l'a tenu dans sa paume un instant. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je admis. Mais peut-être que c'est par là qu'on commence. Elle n'a pas répondu. Elle est juste partie, tenant toujours les perles, me laissant seul sur le parking avec le poids de tout ce qui venait de changer. La lecture du testament s'est dispersée lentement après mon départ. J'ai entendu les détails plus tard par grand-mère et par Whitmore. Tante Dorothy avait essayé de soutenir que la LLC était en quelque sorte frauduleuse, mais Whitmore l'a fait taire avec une documentation remontant à 15 ans, signature notariée, dépôt d'état, rapports annuels, chaque point sur les i, chaque barre sur les t. Oncle Frank avait pris Marcus à part et lui avait dit qu'il était une déception. Dur, peut-être, mais Marcus a juste hoché la tête. Il était trop vidé pour se battre encore. Patricia Callahan m'a appelé ce soir-là. Vous avez été magnifique, a-t-elle dit. Votre père aurait été si fier. J'ai juste dit la vérité. Parfois c'est la chose la plus difficile à faire. Elle m'a dit qu'elle avait regardé la famille partir un par un. Certains d'entre eux se sont arrêtés pour serrer la main de Whitmore et marmonner des excuses pour leurs suppositions antérieures. Quelques cousins m'avaient apparemment envoyé des SMS, bien que je n'ai pas encore vérifié mon téléphone. Votre grand-mère est restée jusqu'à la fin, a ajouté Patricia. Elle voulait s'assurer que le message était clair. Elle a dit à votre mère, tu t'es fait ça toute seule, Linda. Ne blâme pas l'enfant. J'ai souri malgré tout. Grand-mère avait toujours eu une colonne vertébrale en acier, même quand le reste d'entre nous s'effondrait. 2 jours plus tard, le bureau de Whitmore m'a envoyé un paquet officiel, l'accord d'exploitation original,
l'acte de propriété, les clés de la maison sur Maple Street. Tout cela désormais officiellement et publiquement à moi. J'ai tenu les clés dans ma main, le même porte-clés en laiton que papa avait porté pendant 30 ans avec un fob en cuir usé et une petite photo de moi à 5 ans glissée dans la fenêtre transparente. Il avait porté ma photo tout le long. Je n'avais juste jamais su où regarder. 2 semaines plus tard, j'ai réemménagé dans la maison sur Maple Street. Pas de façon permanente, pas au début. J'ai gardé mon appartement en ville pour le travail, mais j'ai commencé à passer les week-ends à la maison, débarrassant le désordre, réparant les choses que papa avait laissées aller durant ces derniers mois. La première chose que j'ai faite a été de vider mon ancienne chambre. Les bagages de créateur de Marcus, les boîtes à chaussures pleines de baskets qu'il ne pouvait pas se permettre, la télévision à écran plat encore dans son emballage, tout est allé dans le garage. Il pouvait le récupérer quand il voulait, mais ça ne restait plus dans ma chambre. Ensuite, j'ai repeint les murs. Vert sauge doux cette fois, une couleur que j'avais toujours voulu mais jamais demandé. Maman vivait dans la chambre d'amis maintenant, sous le bail que nous avions rédigé. $1 par mois. Elle était calme la plupart du temps. Nous ne parlions pas beaucoup, mais nous ne nous battions pas non plus. C'était une sorte de paix à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Maladroite, fragile, mais réelle. Marcus s'est enregistré dans un programme de 90 jours dans le New Jersey. Un vrai, avec thérapie de groupe et conseils en addiction, et aucun accès à son téléphone. Je n'ai pas visité, mais j'ai envoyé une lettre, juste une ligne. Je suis derrière toi. Il a répondu 2 semaines plus tard. 2 mots, merci. Le dimanche, j'ai commencé à dîner avec grand-mère. Elle venait avec un plat mijoté ou une tarte, et nous nous asseyions dans la cuisine où j'avais l'habitude de faire mes devoirs, et elle me racontait des histoires sur mon grand-père, l'homme têtu dont j'avais apparemment hérité plus que je ne le savais. La maison semblait différente maintenant, plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années, attendant que quelqu'un la laisse expirer. J'ai mis des fleurs fraîches sur la cheminée où la photo de papa trônait. Des roses jaunes, ses préférées. Hier soir, je me suis assise sur le porche alors que le soleil se couchait, tenant une tasse de thé au gingembre. Le même genre que papa avait l'habitude de boire chaque soir, bien que je n'ai jamais su cela jusqu'à ce que je trouve sa tasse dans le placard. J'avais lu sa lettre 100 fois maintenant. Les mots s'effaçaient aux pliures où j'avais plié et déplié le papier, mais je pouvais encore distinguer la dernière ligne. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ce qui compte. Pendant si longtemps, j'ai cru que mon père ne m'aimait pas. Je pensais que son silence était la preuve que je ne valais pas la peine qu'on parle pour moi, que j'étais invisible pour lui de la même manière que j'étais invisible pour tout le monde dans cette maison. Mais j'avais tout compris de travers. Papa ne savait pas comment aimer à voix haute. Il a grandi dans une famille où les émotions étaient des faiblesses et les actions étaient tout. Alors il m'a montré qu'il tenait à moi de la seule façon qu'il connaissait, en me protégeant avec des documents quand il ne pouvait pas me protéger avec des mots. J'avais l'habitude de penser que la force signifiait riposter, crier, exiger d'être vu. Mais maintenant, je le comprends différemment. Parfois, la force est la patience. Parfois, c'est construire une forteresse si doucement que personne ne le remarque jusqu'à ce qu'elle soit déjà debout. Je ne vais pas prétendre que tout est réparé. Maman et moi apprenons encore à être dans la même pièce. Marcus a 84 jours restant en cure de désintoxication, et je ne sais pas qui il sera quand il en sortira. Certains de mes proches pensent encore que j'ai manipulé un homme mourant, mais je connais la vérité et c'est suffisant. Papa n'a jamais dit je t'aime, mais il a écrit mon nom sur chaque document qui comptait. Il m'a donné la maison où j'ai grandi, la sécurité que ma mère a essayé de prendre, et un avenir que personne ne pouvait voler. C'était sa façon de le dire, et je l'ai enfin entendu. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si peu importe ce que vous accomplissiez, vous étiez toujours moins cassé, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être valorisé. Et vous protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela aide plus que vous ne le savez. Et si vous avez une histoire à vous sur la famille, sur les limites, sur le fait de finalement vous défendre, partagez-la dans les commentaires. J'adorerais l'entendre. Vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, soyez bienveillants envers vous-même.
Vous l'avez mérité.